Le but, c'est d'espérer vous donner envie pour que vous participez à ce projet-là et que vous postulez chez nous et vous rejoignez l'aventure Capgemini. Donc voilà. On a entendu parler et dire qu'il y a 3 types de personnes dans le monde. Il y a des gens qui montent dans les locomotives, qui les conduisent. Il y a les gens qui juste regardent les trains passer. Et les personnes qui viennent monter dans les wagons. De quoi on parle? De la transformation digitale. Les entreprises aujourd'hui, elles doivent faire et suivre ce train de transformation digitale. Et c'est bien le moment parce que sinon le train va passer. Donc grâce à sa présentation et au projet qu'on fait chez nos clients, le but c'est que nous soyons tous dans cette locomotive et nous soyons acteurs de cette transformation digitale. Donc quand on parle de transformation digitale en entreprise, de quoi on parle? Il y a des exemples de Digital Customer Experience, de tous les projets qui parlent de l'amélioration de l'expérience client, des organisations, des ressources humaines, l'amélioration des opérations, du manufacturing, le son, il est un peu trop haut. Je m'entends pas. Merci. Excusez-moi, je m'entendais un peu de façon bizarre, donc j'ai demandé à diminuer le son. Voilà. Donc ça, c'est les moteurs. On peut encore baisser, s'il vous plaît. Donc ça, c'est les moteurs business que les entreprises veulent concrétiser. Pour mettre en place ces valeurs business, il faut mettre en valeur les données et mettre en place des techniques et des algorithmes. Alors, comment conduire ça? On a tout ce qu'on parle de l'intelligence en temps réel. Maintenant, on entend parler de l'intelligence artificielle et du cognitif, les analytics, les reporting en mode business intelligence, BI. Mais on a aussi les différents canaux, les canaux web, les réseaux sociaux, les canaux des data hubs et des bases de données entreprises. Donc nous, dans cette présentation, on va se concentrer sur la partie cognitive et AI. C'est ce qui vous intéresse, j'espère, dans ce forum. Alors, la data science et l'intelligence artificielle. On a tendance à confondre surtout les termes data science, machine learning, intelligence artificielle. Donc le but de cette présentation, c'est de vous présenter la vision de Capgemini sur l'intelligence artificielle et la data science et l'approche qu'on utilise pour déployer et mettre en place ces technologies et cette intelligence concrètement chez nos clients et apporter de la valeur business grâce à ces technologies. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Le concept et la théorie, il a commencé il y a une 60aine d'années déjà. On parlait de systèmes experts, des réseaux de neurones. Alors si on veut définir l'intelligence artificielle comme elle était présente il y a 10 ans, une entité intelligente, c'est une entité qui est autonome, qui est capable de percevoir le monde à travers des capteurs et qui est capable d'agir selon les perceptions qu'elle a eues et son sentiment de l'environnement grâce à des actionneurs. Alors, ces systèmes-là, il y a 10 ans, n'étaient pas forcément auto-apprenants. Ils ont été implémentés grâce à des heuristiques, des systèmes de règles, des moteurs de règles. En parallèle, les entreprises, pour suivre leur activité, pour suivre leur fonctionnement, pour faire des fonctions d'optimisation, du suivi, on parlait plus du data analytics, du data mining, du business analytics, dans tout ce qui est de l'aide à la décision, des indicateurs de performance, grâce aux données qui sont structurées dans des bases de données, dans des systèmes SI, et les données étaient réduites et structurées. Ce qui s'est passé, vous le connaissez tous, c'est la nouveauté technologique, c'est l'amélioration de la puissance en matériaux, c'est l'avancement technologique sur les processeurs, sur la RAM, sur le CPU, sur les systèmes de stockage de mémoire, et du coup on a vu naître les systèmes Big Data. Et c'est grâce à ça qu'on a pu mettre et implémenter les algorithmes auto-apprenants,
et qu'on a vu la vraie implémentation des réseaux de neurones sur des grosses bases de données, sur de gros systèmes. Alors, du coup, quand on parle d'un système auto-apprenant, on parle de machine learning et d'apprentissage automatique. Cet apprentissage automatique à continuité et à long terme avec de l'online learning, il devient auto-apprenant et arrive avec une certaine intelligence à se lever, si on arrive à dire, vers de l'intelligence artificielle. Mais cette discipline, c'est une frontière entre les deux qui, du coup, merge entre le travail statistique et les algorithmes qui se sont développés et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand on déploie ce système-là, on commence petit. L'intelligence artificielle, elle n'est pas tout de suite. C'est dans la continuité, c'est dans le fait de laisser cet algorithme apprendre et d'automatiser. Donc la frontière entre ces deux systèmes, c'est la data science. On parle des statistiques, des machine learning, des algorithmes auto-apprenants, des analyses prédictives, etc. Alors, pour avoir un schéma un peu macroscopique de tous les si on arrive à catégoriser les différents algorithmes et types de cas d'usage qu'on trouve dans le machine learning et dans l'intelligence artificielle en général, on catégorise tout ce qui est l'apprentissage. On trouve l'apprentissage automatique, l'apprentissage supervisé et non supervisé dans le machine learning, le deep learning. On a l'apparition de l'NLP, qui est le Natural Language Processing, et qu'on utilise souvent chez nos clients. On a beaucoup de cas d'usage maintenant qui s'orientent sur l'analyse des documents, comment tirer profit des masses de documents que les clients ils ont et qui n'arrivent pas jusqu'à maintenant à bien exploiter. Donc le fait d'automatiser le traitement du langage apporte une grosse valeur business chez nos clients. On a aussi des cas d'usage qui ont vu le jour et qu'on implémente de plus en plus souvent aujourd'hui. C'est le speech to text et le text to speech, la reconnaissance vocale, la transcodification, la translation du texte, etc. Et ce cas d'usage est très important pour les applications mobiles, pour les chatbots, etc. Donc on a des projets comme ça chez nous, chez des clients qui sont maintenant déployés, dans lesquels on utilise toutes ces technologies-là. Sous le deep learning, on trouve les différents types de réseaux de neurones. Sous les algorithmes supervisés et non supervisés, on a différents cas. On a les analyses prédictives, on a les régressions, on a la classification, le clustering, etc. Il y a aussi toute une autre partie qui est plus dans le traitement d'images et de signal. On parle de vision, la computer vision, la reconnaissance, par exemple, des personnes dans des vidéos, etc. Donc ces cas aussi, on les a chez nous. Vous pouvez venir dans les journées ouvertes que nous organisons dans le Lab Innovation de Capgemini. Nous implémentons des prototypes qui sont du coup exposés pendant ces journées-là. Nous avons des démos que vous pouvez venir découvrir. Donc voilà. Donc tous ces projets-là, Capgemini a commencé à les implémenter chez leurs clients depuis l'année 2013. On a monté notre entité Insight and Data. Cette practice, c'est une practice globale. Donc c'est une practice de Capgemini qui est spécialisée dans l'analyse de données, la business intelligence, le big data et la data science. Nous avons une communauté de data scientists dans cette practice-là et du coup qui s'occupe de l'implémentation de tous ces cas d'usage-là. On a des projets concrets qui sont en production depuis des années maintenant chez les clients. On a aussi des nouveaux projets à venir, des POC, etc. Donc ça, c'est un peu une image, un panorama de tous les projets qu'on a dans la frontière avec l'intelligence artificielle et la data science chez nous. Alors, sans plus parler de théorie, je préfère du coup vous donner des exemples de projets qu'on a implémentés. Je commencerai par un cas que les étudiants connaissent assez bien. C'est un service public, du coup c'est la CNAF. J'ai le droit de citer le nom vu qu'on a fait des publications publiques sur ce projet-là. Donc la CNAF, c'est la Caisse nationale des allocations familiales, du coup pour les aides au logement, etc., pour les aides aux familles.
Donc chez ce client-là, quand on est arrivé, il voulait investir et profiter de cette masse de données pour apporter de la valeur, pour améliorer surtout l'expérience de l'utilisateur et du service qu'il présente aux utilisateurs. Leur intention au début, c'était de vouloir améliorer le parcours des allocataires pour mieux optimiser déjà le service, pour améliorer la fréquentation des agences, anticiper les pics d'affluence. On sait qu'à un moment, surtout la rentrée scolaire, les agences sont tellement débordées que les demandes qu'on fait, ils restent pendant des mois à attendre le traitement. Donc la CNAF a voulu améliorer tous ces flux-là. Dans Capgemini, quand on est venu, notre approche était au début d'intervenir auprès des métiers, de comprendre déjà leur manière de fonctionner, fonctionnement, le contenu des données, préparer les données. Donc c'est la première étape de notre solution. Donc on a fait une collecte de données interne, on a déployé une architecture Big Data dans laquelle on a fait tous les traitements. On a intégré aussi des sources externes par rapport à celles internes pour voir s'il y a des corrélations, si on peut expliquer certains comportements par rapport à ces données-là. On a commencé à analyser des données, on a utilisé du coup une modélisation en base graph. On a essayé de détecter des patterns ou des parcours typiques dans ces graphes-là. Et finalement, ce qui était intéressant et ce qui s'est sorti, c'est qu'on est arrivé, un peu disons accidentellement, à trouver des cas de fraude qui étaient dans ces données-là. Donc, à partir de l'analyse des patterns qu'on considérait comme normaux, on a vu ce qui était des anomalies, donc des comportements anormaux, et ça nous a servi à mettre en évidence des comportements frauduleux. Donc, l'enjeu business, du coup, il s'est transformé vers un autre cas d'usage, qui est dans ce cas la détection de fraude. Donc, les bénéfices, c'est bien sûr détecter ces comportements atypiques, détecter les différentes fraudes, et du coup, on a permis de détecter 38 millions d'euros d'argent détourné grâce à cet algorithme-là. Bon, je ne sais pas si ça enchante des personnes, mais ça a quand même apporté de la valeur. Et c'était grâce à l'analyse de données. Alors, un deuxième cas dans une industrie totalement différente. Donc, c'est une industrie qui fabrique de l'aluminium. Alors, ce client-là, le problème qu'ils avaient, c'est que l'aluminium, il est produit dans des grosses cuves. Et ces cuves-là ont un matériel, sont faites avec des matériaux plutôt, qui se dégradent un peu rapidement. Et le coût de remplacer ces cuves qui étaient des cuves géantes est énorme. Donc, ils voulaient voir si on arrive à prédire le vieillissement et l'âge de ces cuves-là pour anticiper quand est-ce qu'il faut les changer et du coup avoir une réaction proactive, avoir plutôt un comportement proactif plutôt qu'une réaction qui n'était pas prévue ni à l'aspect budgétaire et qui du coup peut perturber la production chez ce client-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a collecté toutes les données, la phase préparation, on a déployé l'architecture Big Data, donc on a déployé une architecture Cloudera, et on a, bien sûr, dans ces cas d'usage-là, les algorithmes, on ne peut pas utiliser n'importe quel algorithme qui est, qui n'est pas entraîné à connaître la spécificité du métier, du fonctionnement, et surtout là pour un client de l'industrie, les spécificités de ses machines, de ses produits, etc. Donc il fallait qu'on comprenne très bien le processus, comment ça marchait. Donc on avait toute cette phase. Ensuite, sans entrer dans les détails, du coup on a mis en place, grâce à des analyses mathématiques et statistiques, un algorithme productif qu'on a mis en prod et on a industrialisé, et qui a permis du coup d'optimiser la production et la consommation d'énergie et d'anticiper la durée de vie de cuve. On avait une précision au début de 78%, mais depuis qu'on a déployé cet algorithme-là en prod et du coup qu'on a créé ce qu'on appelle un algorithme autoprenant, cette valeur initiale, elle continue à s'améliorer vu que l'algorithme, il continue à apprendre avec son environnement. Donc on a fait en sorte que l'algorithme il continue à détecter les changements
dans le modèle qui n'était pas prévu initialement et voir quand est-ce que le modèle doit être capable de les intégrer et du coup d'améliorer sa précision. Alors, un autre cas, du coup, dans le secteur finance, c'est pour une banque européenne. Le cas d'usage là est un cas d'utilisation qu'on trouve un peu partout dans les entreprises. Il s'agissait des demandes et du coup des remontées, des demandes, des requêtes qui étaient envoyées par mail. Ça peut être le cas des systèmes de support dans une entreprise, un système de support IT, un helpdesk. Ça peut être aussi, dans un autre cas, la réponse pour un agent de service client, pour un revendeur par exemple. Donc, ce qui se passe, c'est que les requêtes, elles sont transmises souvent par différents channels. Pour ce client-là, le channel était le channel mail, mais les requêtes, elles peuvent venir par téléphone ou par des systèmes dans lesquels on écrit la demande qu'on a. Donc, l'utilisateur vient, il dit ben, « j'ai tel problème », etc. Et après, ça passe dans le système vers la bonne équipe qui est supposée répondre à cette question-là. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que le tri et le routage, il est manuel. Et surtout, la validation et la classification de ces tickets, de ces demandes-là, se font de façon manuelle. Donc, ce qu'on a fait pour ce cas d'usage-là, c'est qu'on a automatisé la classification des mails clients qui viennent du coup vers cette banque, vers le service client, et de bien les diriger vers les bons services. Du coup, il y avait toute une phase de traitement de langage naturel. Dans le corps du mail, on devait retrouver les mots-clés qui sont représentatifs du mail. On devait gérer son importance, quelle classe il appartient, à quel service il correspond. On gérait aussi tout ce qui est du sentiment analysis pour permettre de faire ensuite un dashboard de suivi et avoir une notion de satisfaction des clients. Donc on a aussi implémenté ce cas-là. On a implémenté du coup un moteur d'analyse cognitive en utilisant les NLP pour détecter les différentes unités. À partir de ce texte qui du coup est un texte non structuré, on arrivait à écrire proprement, automatiquement dans des bases, à remplir les champs qu'il faut pour que l'agent, quand il vient, il trouve déjà un résumé du sujet, la bonne classe, à qui ça doit s'adresser, etc. Donc on retrouvait la structure à partir du texte qui est du texte non structuré. On a du coup semi-automatisé le processus au début pour ne pas remplacer l'agent. L'algorithme, il doit continuer à apprendre de l'expérience de l'agent. Donc le but n'est pas de remplacer l'agent, mais de plutôt l'aider dans ses tâches, surtout les tâches récurrentes. Donc on cherchait, on automatisait tous les demandes qui sont similaires et récurrentes. On en crée un moteur de réponse ou une suggestion de résolution pour aider l'agent à répondre à ces types-là. Du coup, on lui fait gagner du temps vu qu'il se concentre sur les tâches qui sont plutôt essentielles et sur lesquelles il est le seul à être capable de répondre plutôt que de faire des tâches rapides et récurrentes dont la réponse se trouve généralement dans des documents. Donc c'était aussi une phase de ce cas d'usage-là, c'est de rassembler tous les documents que l'entreprise possédait un peu partout, des procédures, des livrets d'utilisation, des manuels, etc. Donc ils les possédaient tous. Il y avait plein d'informations qui étaient riches et présentes dedans, mais ça n'a jamais été rassemblé dans ce qu'on appelle une base de connaissances, une knowledge base. Donc on a créé cette knowledge base. Il n'y avait pas de référentiel, donc on a fait en sorte qu'on a hiérarchisé et classifié ces documents-là. On a créé la base et on a rajouté un système de search dessus pour permettre aux agents de bien retrouver rapidement. Donc ce qui est intéressant, c'est que le search, pour ce cas-là, n'est pas un search à base de mots-clés, mais aussi un search à base de texte en langage naturel, vu qu'on a déjà implémenté la partie cognitive qui traite du langage naturel pour le traitement des mails, qu'on a aussi pu intégrer cette brique-là au search. Donc on peut poser les questions au moteur de recherche et voir s'il me retrouve des réponses dans les documents. Donc voilà.
Un autre cas là, de machine learning surtout de l'analyse prédictive dans un autre secteur totalement différent, c'est le secteur de l'agrochimie. Donc cet acteur-là, pour leur plantation, ils ont un problème, c'est que la chlorose impacte significativement le rendement de leur plantation. Donc ils trouvent que les plantes tombent malades à cause des doses de chlorose qui se trouvent dans le sol. Ils voulaient, au lieu d'avoir du coup les fermiers, les employés qui travaillaient chez eux à inspecter manuellement tous les champs et les implantations qu'il y avait, c'est carrément impossible de le faire régulièrement. Ils ont installé des capteurs qui mesurent l'humidité, la température, le taux de chlorose, etc. dans leur plantation. Donc on a implémenté un modèle prédictif qui nous dit quand est-ce que les symptômes vont apparaître. Aussi, on avait des capteurs photochimiques de voir un peu l'état des plantes avec la couleur, etc. Donc on prenait tous ces signaux-là. Dans cette analyse prédictive, on mettait en valeur la relation cause-effet aussi entre les variables d'environnement et les symptômes qui apparaissent sur les plantes. Parce qu'ils ne savaient pas quel facteur avait quel impact sur les plantes et surtout que les données qu'ils possédaient étaient énormes. Donc on a fait des algorithmes de détection cause-effet pour mettre en valeur quelles étaient les variables importantes, quelles variables devaient-ils suivre un peu plus que les autres, comment aussi optimiser les mesures qu'ils font plutôt que de mettre des capteurs partout, quelles vraiment mesures et quelles parties ils devraient cibler et comment mettre tout ça en place. Donc c'est ce qu'on a mis en place. On a aussi inclus des données open data avec des paramètres et des images satellitaires et des paramètres gyrospatiaux qu'on a rajoutés à ce modèle-là et ça a donné des bons résultats. Donc ce cas-là, il est encore en projet. On a des améliorations à faire comme rajouter le traitement d'image dans ce cas d'usage-là. Alors pour finir, un cas d'usage de traitement de texte, encore une fois, qu'on a présenté. Si vous voulez aller le voir, vous trouverez une vidéo sur Internet du Spark Summit 2016. Donc on a fait ce cas-là, on l'a présenté dans ce Summit de Spark. Donc le but, c'était quoi? Ce client qui est du coup un réassureur, il traitait des produits pétrogaz et voulait voir la chaîne de production et les chaînes de livraison de ces produits-là. Et il voulait aussi avoir une veille automatisée sur les différents journaux, les news, les documents qu'ils ont sur ces sujets-là et voir un peu comment le marché évolue, comment les pipelines, les refineries, la production, elle évolue. Ils ne pouvaient pas faire ça à la main, donc on a implémenté pour eux un engin automatique qui va automatiquement lire et ingérer les flux en temps réel du coup de toutes les informations qui viennent. On a implémenté grâce à Spark. Du coup, les documents sont ingérés par cette partie-là. Dans notre pipeline, on a implémenté grâce à Spark ce qu'on appelle un NIR. C'est la reconnaissance des entités nommées. Donc l'algorithme reconnaît automatiquement quelle entité nominale dans le texte parle d'un produit pétrogaz, qu'est-ce qui veut dire une pipeline, qu'est-ce que veut dire une refinerie, et finalement, à partir de ce texte-là, me donner rapidement la chaîne, me dire ce produit-là a été livré de cet endroit-là vers cet endroit-là. Et il le stocke en données structurées finalement. Il me dit telle quantité de tel produit a été livrée en tel temps de cet endroit-là vers cet endroit-là. On a utilisé Stanford NLP pour ce cas d'usage-là. Ce qui est intéressant, c'est que Stanford NLP, à la base, il n'est pas distribué. On a utilisé Spark pour faire en sorte qu'on a distribué Stanford NLP sur du Big Data. Comme ça, on a eu des résultats beaucoup plus rapides et beaucoup plus performants qu'une utilisation normale de Stanford NLP. Et ce cas-là, vous pouvez même trouver des bouts de code sur GitHub qu'on a mis publiquement pour le Summit Spark 2016. Donc, excusez-moi. Pour finir,
pour réussir les projets Big Data, de Data Science et prochainement d'intelligence artificielle, ce qu'on propose à nos clients, et du coup 80% de nos projets AI aboutissent à un résultat au bout de 3 mois. Comment on fait ça? C'est qu'on propose une approche MVP, par Minimal Viable Product. C'est qu'on cible une fonctionnalité ou un besoin clé sur un canal très utilisé et sur lequel la valeur, elle peut être sentie rapidement. Une fois le succès de l'approche, même si les résultats ne sont pas parfaits, mais s'il arrive déjà à donner de la valeur, à prouver aux clients que ça vaut le coup et ça, il faut investir dans ce cas-là, les clients, généralement, ils voient dès les premiers mois des résultats tangibles, vu que les MVP, et on les industrialise, donc c'est des prototypes complets. On ne fait pas vraiment des POC qui sont après jetés et jamais utilisés. On se focalise sur une fonction et on l'industrialise. Donc voilà, ce qui est aussi important, comme j'ai dit dans tous les cas que j'ai présentés, c'est qu'il faut l'intégration et il faut être en lien direct et en lien continu avec les équipes métiers. C'est pour ça qu'on recommande l'approche agile dans l'implémentation des projets d'intelligence artificielle chez le client, pour avoir le retour rapide, pour avoir toujours les échanges, pour voir évoluer le besoin, parce qu'on n'a pas des projets qui, avec une finalité fixe et prédéfinie des mois à l'avance. Les besoins évoluent, la nature des données évolue, les conclusions qu'on peut avoir aussi, elles changent. Les modèles, vu qu'on les implémente et on les teste, un premier modèle peut ne pas donner de résultat, on doit peut-être changer d'approche. C'est pour ça que l'approche agile, elle est très efficace dans le monde industriel et chez les clients pour pouvoir implémenter ces cas d'usage-là. Et il y a toute une partie de changement de paradigme, d'éducation et de changement culturel qui vient pour passer d'une approche classique de base de données, de système d'information, à la mise en place de la vraie IA qui commence petit, mais avec des perspectives qu'une fois c'est implémenté, une fois c'est industrialisable à long terme, ça peut devenir une vraie intelligence artificielle autonome qui apprend de son environnement. Donc voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à passer nous voir sur le stand et à aller voir sur notre site. On a des offres à pouvoir. Venez voir nos projets, on serait content de vous avoir. Merci et avez-vous des questions? Oui. Merci. Est-ce que vous pouvez, sur un ou plusieurs exemples que vous avez cités, expliquer alors, quel type de profil, de compétences vous aviez? Est-ce que vous avez mis plusieurs personnes qui interagissaient sur différents algorithmes ou une seule personne qui faisait tout, etc.? Alors, tout dépend des profils, des besoins, de l'ampleur aussi du cas d'usage. Généralement, on a plusieurs profils qui interviennent sur un projet. Les data engineers, les data scientists et les data visualisers, si on peut dire ça, les personnes qui implémentent le front-end. Donc, généralement, chez nous, chez Capgemini, ce qu'on a, on a les profils qui s'occupent plus des plateformes, des bases de données, de l'architecture Big Data, de la mise en place de la connectivité, de tout ce qui est le flux, et les personnes qui sont plus orientées fouilles de données, algorithmes, statistiques, etc. Et ça, c'est les data scientists. On a des profils qui sont un peu mixtes. Donc, il peut y avoir des data scientists qui touchent à la fois les deux, qui sont capables d'écrire des prototypes en Python ou en autre, et ils sont aussi capables d'industrialiser leur modèle en Spark. Donc, ça dépend, mais généralement, il faut avoir toutes les compétences que j'ai citées dans une équipe projet. Les compétences d'industrialisation, les personnes qui connaissent très bien les modèles machine learning, les analystes du coup, qui peuvent être les mêmes que les data scientists, qui analysent les données, et la couche visualisation, parce que c'est important. Après, le nombre des personnes dépendra du projet et du cas d'usage. Autre question ? Oui, juste, vous faites de la recherche parce que tous les systèmes que vous avez cités, c'est des problèmes qui ont déjà été résolus avec des très bonnes accuracies. Et du coup, est-ce que vous avez, par exemple,
dans les chatbots ou dans les trucs comme ça, des problèmes non résolus, vous avez une équipe qui fait un peu plus d'algo fondamental? Alors oui, on a des chercheurs avec nous. Donc déjà, la moitié, ils ont même les data scientists, ils ont même un petit background de recherche, mais on a une entité spécialisée qui est du coup notre lab innovation, qui est constituée purement de chercheurs, qui étudie ces technologies-là, ces problématiques-là, et on travaille régulièrement avec eux pour être au point de ces nouvelles technologies. On ne peut pas se permettre d'être dépassé, alors que, comme vous avez dit, certaines de ces problématiques ont déjà été résolues. C'est pour ça qu'on essaye toujours d'être un peu, disons, à la page de ce qui se passe en domaine de recherche. Et on essaye même, chacun d'entre nous, d'avoir un petit temps de veille en recherche pour utiliser... Non, ils sont en France. Il y en a aussi une équipe aux États-Unis de Capgemini qui font de la data science. Mais après, comme j'ai dit, Insight and Data, c'est une entité globale. Ce n'est pas une practice liée à un pays. Donc nous sommes tous en lien avec les différents pays et on travaille tous en échange dans les projets. On a des points réguliers avec les équipes de l'Allemagne, des États-Unis, les Indiens, pour avoir un peu une vision, un travail international, un travail vraiment de groupe. Donc on sent vraiment l'esprit groupe dans l'entité Insight and Data. Bon, merci pour tous et j'espère vous voir sur le stand du coup.